I'm gonna see you fail. Je vais devoir rater des choses, je vais devoir échouer. Donc autant commencer tout de suite, comme ça c'est fait. En fait, c'est juste des toutes petites étapes qui, en fait, quand tu dézoomes, tu fais putain, mais oui, en fait. Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin, je suis créateur moi-même et sur ce podcast, j'ai la lourde responsabilité d'aller poser les meilleures questions possibles à mes invités pour les aider à vous partager les apprentissages qui ont changé leur vie. Inspiration Créative, c'est un podcast qui est publié chaque lundi et j'envoie avec chaque épisode un email à toute ma communauté avec des conseils pour les aider à mieux produire, mieux promouvoir et mieux vivre de leur création. Alors si vous êtes un créateur et que vous avez envie d'apprendre à mes côtés, je vous mets le lien pour rejoindre les 5000 lecteurs dans la description. Et aujourd'hui, nouvel épisode dans Inspiration Créative avec la géniale Fanny Ruet. Fanny, vous la connaissez peut-être, c'est une humoriste géniale qui nous régale les oreilles de ses blagues un peu cyniques, qui sont parfois salaces, parfois poétiques, mais qui nous font toujours beaucoup rire. Mais elle est aussi chroniqueuse sur France Inter chaque semaine dans une émission aux côtés de Nagui, et elle est aussi la créatrice du podcast Les gens qui doutent. Allez l'écouter, c'est une pépite. Elle m'a partagé dans cet épisode des réflexions super importantes sur comment se faire repérer, comment surmonter le syndrome de la page blanche. On a réfléchi aussi sur l'exigence qu'on se met sur les épaules quand on crée, ou encore sur comment gérer et accepter toutes nos imperfections. Je lui laisse sans plus attendre la parole parce qu'elle a 1000 conseils à vous partager pour vous aider à avancer sur votre chemin de créateur. Merci Fanny, et c'est parti! Kikou. Le petit kikou pour démarrer l'interview, c'est parfait. Toujours. Comment tu vas Fanny? Mais ça va très bien, et toi? Ouais, super, en pleine forme. Tu es mon seul interview du jour aujourd'hui. Donc c'est une journée de repos et j'ai juste envie de profiter avec toi de ce bon moment avant que tu nous retournes en Contrée Belge bientôt. Ouais, dans une cabane. Honnêtement, j'aime pas Paris, mais cette cabane est en train de devenir mon endroit préféré de la ville. Je suis d'accord, je suis pas très fan de Paris non plus. Moi j'habite sur Troyes, et ce qui n'est pas non plus une très grosse ville, c'est plutôt une petite ville. Et Paris c'est un peu trop grand pour moi. Mais les gens, ils mettent 40 minutes pour aller à un endroit. Ouais. Quid? Non, Et beaucoup de stress, moi je trouve. Je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu cette théorie que les villes murmurent un peu à tes oreilles et qu'il y a certaines villes qui murmurent certaines choses. Tu vois par exemple... À Paris, elle gueule. Hein. Ouais. C'est fort. Je crois qu'on va bien rigoler. Paris, elle est 3h du mat, ivre-caisse. Ouais, elle gueule et elle est stressée un peu Paris. Hein. Elle est casse-couille. Ouais. Tu vois, on dit New York, c'est la ville, ça te murmure un peu l'argent. Boston, c'est l'intelligence, ça pousse les gens, tu vois. Il y a des ambiances un peu comme ça par ville. Ouais. Et Paris, ce serait C'est la un saleté. peu de stress. Ouais. On crache sur Paris, tous les Parisiens, ils vont nous détester. Mais j'aime beaucoup les gens qu'il y a dedans et les opportunités qu'il y a dedans, mais pas la ville. Exactement. Et j'aime y venir de manière passagère pour profiter des bons aspects, tu vois, la culture quand on peut. Pour prendre leur argent et leurs femmes. C'est ça, surtout. Ouais. Trop bien. J'avais envie de parler un peu avec toi pour démarrer. Tu fais plein de choses aujourd'hui. Tu fais des chroniques sur France Inter. Tu as un spectacle qui est un peu en pause à cause des problèmes sanitaires, mais tu as un spectacle que tu fais sur scène. Ouais. Tu as un podcast que j'adore, qui est génial, qui s'appelle Les gens qui doutent. Et un autre podcast aussi que j'écoute moins, mais qui est aussi super. Et, Attends, lequel? Quistax. Ah oui, mais ça fait un peu plus longtemps. Ouais. Je disais, putain, je fais un autre podcast. Merde, j'ai encore oublié. Qu'est-ce que... Oui. C'est génial. Tu fais pas mal de choses aujourd'hui. Et je voulais savoir un peu avec toi s'il y avait une boussole un peu qui te guidait dans les projets que tu choisissais, ou est-ce que c'est plutôt des trucs qui tombent, des trucs qui te tentent, des opportunités qui viennent? En fait, je pense que la plupart des choses là dans ma vie sont arrivées de manière totalement random, aléatoire et suite à de nombreux hasards et accidents. Donc je pense que je réfléchis pas tellement à ce que je vais faire plus tard et tout, mais je sais qu'il y a des choses que je vais vouloir développer, que je vais vouloir faire à certains moments. Ouais. Tu penses à des trucs déjà? En fait, c'est pas tant au niveau du média que ça m'intéresse, mais au niveau d'histoire que j'ai envie de raconter. Et c'est juste que des fois, à certains moments de ma vie, il y a des médias qui s'y prêtent un peu plus. Donc là, je sais que j'ai envie de faire... là, dans les prochains mois, années, je vais aller vers des choses qui sont un peu moins des blagues et essayer d'écrire des histoires un peu plus sérieuses et tout. Donc, j'ai vu que t'écrivais des trucs un peu pour Netflix, non? C'est marqué ça sur ton site. Ouais, Je sais pas si c'est on bosse sur une série avec Fanny Herrero. D'accord. Qui a fait 10%, et on écrit des blagues en fait pour la série avec Thomas Wiesel, Shirley Soignon et Jason Brokers. Trop bien. Et ouais, c'est chambé, donc voilà, j'essaye d'aller un peu plus vers des sortes d'écriture que j'ai jamais essayé. Et voilà, mais sinon moi, en gros, c'est souvent on me propose des choses et je sens assez vite
s'il y a un truc qui m'intéresse, qui me touche, si les gens avec lesquels je vais travailler, si leur cerveau m'excite comme ça, et je le sens très vite. Et donc j'ai tendance un peu à y aller et à tester, même si ce sont des choses que j'ai jamais faites, et faire semblant jusqu'à ce que j'en sois capable. Ouais. Je trouve que tu as toujours un peu deux approches dans la création. Il y en a une qui est un peu de se dire, je fais un truc et je le fais bien et je capitalise dessus, tu vois. Genre, je vais devenir la meilleure à faire des blagues ou je ne sais quoi, tu vois. Sur ton art, tu essaies de vraiment progresser. Et l'autre qui est plus de se dire, ok, je vais être dans une recherche perpétuelle d'explorer différents territoires qui m'intéressent, qui m'intriguent, sur lesquels j'ai de l'envie ou du plaisir. J'ai l'impression que toi, tu es plus dans la deuxième case, de te dire, Ouais. il y a des trucs que j'ai envie de faire dans ma vie, pas une bucket list, tu vois, mais des trucs que j'ai envie de creuser. Ouais. Et du coup, j'y vais à fond et c'est parti, quoi. Ouais, mais à un moment, je me posais beaucoup la question, et mon mec me faisait souvent la réflexion aussi de, du coup, t'es en train de t'éparpiller et tu vas être un peu bonne dans plein de choses, mais excellente dans rien. Ouais. Et au début, c'est vrai que je me disais, putain, il a raison, et du coup, je vais jamais faire un truc qui sort du lot, un truc dont je suis vraiment fière. Et en fait, si, parce que j'ai arrêté de sacraliser autant les choses, et maintenant je me dis, ok, de quoi là j'ai besoin maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, via quel moyen, bah vas-y, je le fais en fait. Et ouais, peut-être que je serais moins bonne, enfin d'office, je serais moins bonne que quelqu'un qui a bossé 10 ans dans le stand-up, machin. Moi, je vais faire 1, 2 spectacles, et puis je vais aller vers autre chose, je pense. Et c'est un truc que j'ai accepté, et maintenant je me dis juste, bah c'est comme ça, et Ouais. j'aurais fait plein de choses. Et tu et seras tout aussi se nourrit, plus quoi. épanoui. Ouais. Ouais, à fond. Tu vois, en mode, ok, je vais aller jongler avec ça, puis avec ça, puis avec ça, et puis en fait, c'est super excitant tout le Ouais. temps, le renouveau, et tu t'ennuies pas, quoi. Ouais, et puis ça se nourrit à fond, hein. Là, j'aime beaucoup ce triangle chronique radio, stand-up et podcast, parce que Ouais. tout se nourrit hyper fort. Par exemple, est-ce que tu as vu des choses qui sont venues du podcast, qui ont abouti sur les deux autres angles du triangle? Avec des opportunités, des choses qui ont émergé? Des fois, il y a des choses dont on parle dans le podcast, où ça me donne des idées pour des chroniques, ou à développer sur scène. Il y a des choses, je parle énormément de la scène dans le podcast. Les chroniques aussi, bah, chroniques et stand-up, évidemment, ça se regroupe un peu plus. Donc ouais, tout est vachement lié. Tu disais que tu avais un peu des idées comme ça qui te venaient, parfois pour les chroniques. Et c'est un truc que je voulais creuser avec toi parce que je me suis dit, tu sais, j'essaie de vachement me projeter dans la tête de l'invité qui est en face de moi et je me dis, putain, mais si je devais écrire une chronique, tu vois, échéance régulière, Ouais. il y a toujours cette peur un peu de la page blanche, tu sais, comme dans l'écriture. Ça t'arrive, toi, parfois, un peu Ah de ouais. bugger? Qu'est-ce que tu fais pour démêler ça et arriver à te débloquer? Je me dis que je dois changer de travail. Je te jure, chaque semaine. Mais je ça doit me être dis- hyper stressant par moment. Ouais. Parce qu'en fait, surtout là pour l'instant où on vit rien, tu vois, c'est super chiant. Et du coup, je suis un peu au taquet tout le temps à me dire, putain, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter et tout. Mais le pire, c'est de trouver un sujet. Une fois que tu as un sujet, c'est facile. Ouais. Tu fais Ça tes déroule. 1000 embranchements, tu vois là où tu peux aller et tout, et ça va. Mais quand t'as pas d'idée, quand tu fais rien, quand ta vie c'est de rester chez toi parce qu'on est confiné, putain, qu'est-ce que tu veux raconter, Ouais, quoi. c'est Donc, clair. Mais T'as ouais, des- non, t'as ça des m'arrive trucs qui te souvent. permettent de quand même d'aller te dire, ok, là je suis face à la phase, je mange mes mots. Là je suis face à la page blanche et j'essaie d'aller chercher un truc qui va me permettre de trouver un sujet. Est-ce que tu vas prendre des inspirations, regarder des trucs, consommer des... J'essaye de checker des sites d'infos, genre je vais beaucoup sur le New Yorker ou des magazines un peu culturels et tout, pour voir s'il y a des choses qui me parlent. Sinon, j'ai une page de notes énorme dans mon téléphone, évidemment, où il y a plein de blagues, plein de trucs marrants. Et là, je vois s'il n'y a pas une phrase, une idée que je peux développer en 3 minutes. Ou alors, sinon, si vraiment je suis dans la dèche, je regarde des trucs que j'avais écrits pour le stand-up et que j'ai finalement pas gardé pour voir s'il y a moyen de réécrire quelque chose. Mais ouais, non, des fois c'est flippant. Et chaque lundi, je me dis, mais pourquoi je fais ce travail? Et puis au final, chaque mercredi, je suis quand même contente de l'avoir fait. On est Et- mercredi là. Oui, donc là, T'as le sourire. là, la chronique est faite, c'est bon, je suis en mode, allez, je suis tranquille une semaine, tout va bien, quoi. Ça t'est arrivé d'arriver devant ton micro, par exemple à France Inter, Ouais. et de te dire, je suis pas hyper fier de ma chronique. Ouais. Ouais. Ouais, ça. Et tu fais parce quoi? que Tu y vas et tu dis, bon, de toute façon, t'y pas vas le choix. et t'essayes quand même d'avoir l'air le plus convaincant possible, parce que des fois, un texte qui n'est pas très bon, ça peut très bien passer en fonction de comment tu le joues, en fonction des interactions et tout. Maintenant, en fait, j'ai juste accepté que des fois, genre là, je pense ma pire chronique à vie, c'était avec Franck Dubosc. Ouais. C'était nul à chier. La chronique, elle s'appelle genre « Je voulais juste une chaise ». J'étais genre, la semaine après ma rupture, j'étais pas bien, j'avais zoné dans Paris, c'était nul à chier, j'étais vraiment... Les gens l'ont senti. Franck, il s'est dit, waouh, Fanny, pas ouf.
Non, mais Franck, il m'a pas aimé pour d'autres raisons. Ok. J'ai fait une vanne qui est pas trop bien passée. Et non, c'est juste... moi, je sais que je dis des choses qui ont pas d'intérêt, tu vois. Moi, si j'entends ça à la radio, je me dis, mais pourquoi t'es là? Pourquoi tu parles à 2 millions de personnes? Ça fait aucun sens. Et donc, c'est super chiant de gâcher ça. Mais d'un côté, il faut accepter quand tu dois faire une chronique par semaine, des fois, juste, t'es pas bien. Donc, tu peux pas faire du miracle et y arriver en étant yeah, super et tout va bien et j'ai pondu cette idée géniale alors que j'étais au fond du trou. Bah non, des fois ça arrive et voilà. Ouais, et en même temps, c'est ton métier. Et donc, tu dois quand même être là et dire. Ouais. Bah, C'est genre tu fais même une quand sorte je viens d'avoir une rupture. de minimum syndical Ouais. acceptable et puis tu sais que tu vas te rattraper après parce que c'est ton métier et que tu l'aimes bien quand même. Donc voilà, mais ouais, des fois, il faut accepter que y a des jours sans, quoi. C'est clair, c'est clair. Sur ces jours sans, t'as tendance à t'écouter, genre en mode, ok, ben, j'accepte que aujourd'hui, je suis moins capable de faire, d'écrire, moins capable de faire une blague, ou au contraire, tu te forces, tu te disciplines. C'est un peu un questionnement que j'ai souvent en ce moment d'arriver à me dire hey, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est trop con, hein. Je fais la même chose en ce moment. Un truc qui m'a aidé, c'est l'astrologie. Ok. Parce que c'est méga con et j'y crois pas. Mais j'ai quand même une application qui s'appelle CoStar, comme tout le monde. Et en fait, des fois, ils te disent genre, aujourd'hui, ça va pas aller en relation, en routine, en spiritualité, machin. Et même si j'y crois pas, je me dis, tu sais quoi, ça montre juste que des fois, il y a des jours, il y a des choses qui vont pas aller. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire tous les efforts que tu veux, tu peux te mettre devant ta page pendant 8 heures, ça va pas aller parce que t'as pas le mental pour ça aujourd'hui. Et donc maintenant, j'essaye d'être un peu plus chill et de me dire, ok, de quoi j'ai envie ce matin. Si j'ai pas de deadline vraiment urgente, bah vas-y, est-ce que j'ai envie de lire? Bah je vais lire, ça va un peu me nourrir le cerveau, comme ça après quand je devrais bosser, bah je me sentirai mieux. Et essayer de trouver des équilibres un peu plus simples plutôt que d'être tout le temps sur la réserve à dire allez, tu dois absolument écrire et faire des trucs alors que t'as pas envie. Et au final, si tu bosses bien pendant 2 heures, t'as torché un truc que t'aurais fait en 8 heures si t'avais un peu gambergé partout. Donc j'essaye de mieux gérer mon temps à ce niveau-là, quoi. Ouais. Il y a un truc un peu physiologique, parfois même cyclique, tu vois, de se dire putain, mais je suis incapable de l'expliquer, mais il y a des moments où je suis un peu plus down. Ah ouais, et j'ai besoin de faire autre chose, quoi. Ouais, totalement. Et ça se repère, hein. C'est se connaître un peu. Le problème, c'est quand ça tombe le mardi et que j'ai pas écrit ma chronique. Ouais. T'es plutôt dans Oui. l'urgence. Oui. Ouais, c'est normal, hein, comme beaucoup. Hein. Oui, parce que c'est... En fait, j'essaye toujours de trouver un meilleur sujet que l'idée que j'ai. Sauf que le mardi, je me dis, bah là, c'est mort. Hein. Donc je commence là-dessus. Et... Combien de fois tu l'as terminé dans le train le mercredi matin? Ah, chaque fois. Chaque fois. J'adore. Chaque fois. Ça fait du bien d'entendre ça aussi. J'aimerais bien dire que on est je humain. suis... Ouais, mais non, en vrai, j'ai besoin de la pression, j'ai besoin d'avoir des échéances, surtout là en ce moment avec Covid où t'as pas trop de repères de temps et je me lève le matin, ouais, mais pourquoi? J'ai pas d'impératif, donc qu'est-ce que je fais? Donc là, le fait d'avoir chaque semaine des deadlines, ouais, c'est important et malgré tout, je le fais quand même au dernier moment parce que je reste une petite merde. mais voilà. On a besoin de cette contrainte-là aussi. Hein. Ouais. Ça nous aide à créer. Moi, je sais que je suis jamais autant productif quand j'écris une vidéo ou un script ou un truc que quand je me dis, ok, ben là, si tu le fais pas, franchement, tu vas être vraiment dans la merde et il est temps de s'y mettre, quoi. C'est ça. J'ai une question un peu difficile à te poser, mais qui est aussi importante parce qu'elle est centrale un peu dans ton parcours et dans comment tu avances. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des critères ou des choses que tu as fait qui t'ont permis d'arriver là où tu es aujourd'hui, tu vois? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus phares ou des trucs que tu t'es appliqué à faire dans ton quotidien qui aujourd'hui te permettent de te dire, ok, je suis Fanny Ruet, je commence à gratter quand même et à être plus sur le devant de la scène qu'il y a 3-4 ans. Est-ce que tu arrives à identifier des trucs qui t'ont servi? En termes intérieur ou extérieur, genre dans ce que moi j'ai fait ou dans l'impact que ça a eu sur des Non, choses. plutôt toi ce que tu as fait, tu vois. Je considère que c'est les trucs sur lesquels tu as le plus de responsabilité. Parce qu'à la limite, la façon dont les gens le reçoivent ou ce qui se passe derrière, c'est pas forcément... T'as pas de pouvoir dessus. Alors que ce que tu décides de faire et comment tu traces ta route un peu, ça c'est ton pouvoir, tu vois. Je dirais alors, quand j'ai accepté... Non, quand j'ai commencé à croire en ce que je faisais et à me dire, putain, je débarque de nulle part, en 1 an je fais Montreux, en 1 an France Inter me contacte alors que j'avais jamais écrit de blague de ma vie, c'est qu'il y a un truc, ok, bah je vais arrêter de me poser la question est-ce que je suis douée ou pas, je vais juste me dire ça plaît à des gens et c'est validé par des gens que j'estime. Donc à partir de ce moment-là, je vais me permettre de faire des choix
qui sont vraiment en accord avec ce que je suis. Et je n'ai plus de questions de ouais, mais il faut que je paye mon loyer, ouais, mais peut-être que c'est une bonne opportunité. Genre maintenant, j'ai le luxe de pouvoir refuser des choses. Il y a 3 ans, ça m'aurait semblé le truc le plus fou. Et maintenant, je dis non parce que je vois que c'est une belle opportunité, mais je me dis non, c'est pas ce dont j'ai envie maintenant, c'est pas ce qui va me donner envie de me lever le matin. C'est pas le moment parce que c'est pas le moment ou parce que juste c'est pas mon truc. Et qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vouloir plus que je les veux. Ouais. Et maintenant, j'ai accepté ça et je me dis, OK, je préfère passer mon temps à faire des podcasts qui ne me rapportent pas d'argent, qui sont produits par personne, et juste parce que ça m'amuse et que ça m'apporte quelque chose, plutôt que d'écrire pour, je sais pas, des grosses émissions, de faire des gros galas ou quoi, où je me sens pas à ma place, parce que le public, clairement, il se demande ce que je fais là, et du coup, moi aussi, je me demande ce que je fais là, et donc, juste accepter que ce qui est le mieux pour toi, c'est pas toujours ce qui est le plus grand pour les autres. Et là, je me suis dit, OK, en fait, c'est tellement un luxe et un confort de bosser avec qui tu veux, sans avoir à te prendre la tête de « ouais, mais je devrais faire ça ». On s'en fout de ce que tu devrais faire. Fais ce que tu veux faire, et c'est 1000 fois mieux, quoi. C'est une phrase tellement importante, parce que je trouve que dans le milieu de la création, dans les milieux de la création, t'as tellement des injonctions de il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et on se compare beaucoup même, tu vois, on se dit on a envie de faire aussi bien, on a envie de faire mieux, on a envie de faire plus, on a envie... Mais en fait, c'est vrai que t'es jamais aussi bien que quand t'es aligné avec ce qui te parle vraiment le plus, quoi. Et le plus t'arrives à faire cette abstraction-là de les attentes extérieures versus ce que je veux intérieurement, le mieux tu te sens et le mieux tu crées, quoi. Ouais, c'est parce que là, je me rends de plus en plus compte que quand on essaie de faire des compromis entre ce qu'on veut et ce que les autres attendent, c'est jamais bien. Genre, jamais. C'est toujours T'as un nul. exemple récent ? Récent, non, mais cet été, j'avais bossé avec une boîte. On avait fait des vidéos, des sortes de petites capsules un peu marrantes, machin, et... Moi, j'étais arrivée avec une idée assez claire. Ils m'avaient dit oui, ok. Puis finalement, ils avaient dit non, mais c'est trop rapide, les gens vont pas comprendre. Et donc, on avait fait un entre-deux qui était pourri. Ouais, finalement, ils ont jamais sorti les vidéos, tellement c'était nul, quoi. Et c'est juste que les compromis, non, ça marche jamais. Soit tu vas à fond, soit tu le fais pas. Mais ça sent quand c'est un truc entre deux qui a été pensé par trop de personnes à la fois. Et ça que maintenant, là, j'essaye de mettre le moins possible d'intermédiaires entre moi et ce que je crée, parce que je veux pas que tout soit déformé à chaque fois par des avis. Alors je dis ça, mais j'ai énormément de choses à prendre de l'extérieur, évidemment, mais il faut que la décision finale, elle soit à une seule personne, sinon ça va juste donner un truc hybride dégueulasse, quoi. Complètement d'accord. T'as parlé d'un truc que je trouve intéressant et que j'ai envie encore plus de zoomer avec toi. T'as dit, j'ai pris confiance aussi un peu naturellement, parce qu'en 1 an, je suis passé de rien à Montreux, tu vois. Ouais. Et je suis super curieux de savoir, sur cette année-là, genre, si tu devais presque dresser une liste des choses que tu as faites, tu vois, qui t'ont amené entre le rien et le Montreux. Qui est quand même un peu un pavé dans la mare, tu vois, en mode genre, ok, maintenant, je rentre, enfin, Montreux, ça reste une référence. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose. Logiquement, c'était mon objectif de 2 ans plus tard, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette année-là pour toi ? Je sais pas, En fait... Je sais pas, j'étais vraiment pas bien dans ma vie parce que je savais pas quoi faire, j'étais toute paumée, rien n'avait de sens. Et puis je me suis dit, ok, donne-toi un objectif, un truc que t'as jamais fait. Donc je me suis dit, ok, vas-y, scène ouverte, stand-up, j'essaye une fois. Puis là je me suis dit, ok, c'était marrant, mais c'était pas ouf à regarder, je pense, donc je vais essayer de faire mieux. Et puis voilà, déjà là ça m'intéressait un peu, les mécaniques de comment écrire bien, comment jouer un peu mieux et tout. Et puis un truc, je pense, qui m'a énormément fait progresser vite, c'est que j'ai fait un concours qui s'appelle le Next Prince of Comedy au Kings of Comedy Club à Bruxelles. Et en fait, le truc, tu joues encore d'ailleurs. Ouais. C'est la MIF, quoi. C'est un endroit c'est terre. Ouais, et puis c'est Guise et Vizorek qui ont des parts dans le truc maintenant. Et en fait, ils font un concours qui est un peu style Coupe du Monde, Star Academy, tu vois, c'est chaque semaine, t'es contre quelqu'un, et puis demi-finale, 8e de finale, tout ça. Et donc, c'est-à-dire que vu que j'avais pas de matériel écrit, chaque semaine, je devais écrire 5-8 minutes et m'arranger pour que ce soit assez bon pour battre la personne. Et du coup, j'ai gagné ça, mais... Géant. Ouais, putain, j'étais là, mais what ? Et géant aussi de toutes les semaines affiner, tu vois, travailler, faire un truc de zéro presque. Ouais, mais là, l'avantage, c'est que je bossais en radio, mais j'avais des horaires assez flexibles, quoi.
Mais juste déjà, arriver à sortir ça, à produire ça pour arriver à faire un truc cool très régulièrement sur scène, c'est genre, tu vois, il y a un peu cette histoire des Beatles, je sais pas si tu la connais. En gros, avant qu'ils commencent à être connus et que leur premier album vraiment marche et que ça pète, ils ont fait des allers-retours donc ils étaient, je crois, à Manchester. Non, ils étaient à Liverpool, ou l'un ou l'autre. En tout cas, ils allaient dans l'autre ville. Et chaque fois, pendant genre 2-3 semaines, ils étaient sur place. Ils jouaient dans un pauvre café. Et ils jouaient 3 concerts par jour. Et genre, personne ne les connaissait. Mais ils ont eu ça et il y avait des calculs qui avaient été faits. Et sur genre 1 an, tu vois, avant qu'ils soient connus, ils avaient joué genre 2000 fois. Et en fait, tu te rends compte que tu as aussi besoin de ce moment un peu de laboratoire où tu produis vite, tu fais vite. C'est pas top, c'est imparfait. Mais ça te fait énormément progresser parce que derrière, tu as accumulé de l'expérience, quoi. Ah ouais, à fond. Et là, le fait de ne pas avoir le choix, et chaque mardi, je devais avoir du matériel et je devais essayer de l'affiner. Et genre, ce qui fait que la dernière étape, c'était 3 mois après que j'ai commencé le stand-up, c'est la finale et je devais faire un 25 minutes. Waouh. Et donc, moi, j'étais là en mode, mais les gars, non. Enfin, Hyper dur. Et du coup, ouais, j'ai fait un 25 minutes. Et donc, ça m'a beaucoup fait progresser en peu de temps. J'ai eu beaucoup de matériel après que j'ai pu réutiliser. Et puis de là, je me suis dit, ok, meuf, t'as 25 minutes. Arrive à 1 heure, arrondissons, tu vois. Et donc, en quelques mois, j'ai joué plusieurs fois les 30 minutes pour essayer d'avoir une histoire un peu cohérente. Et puis là, j'ai rajouté. Et puis, j'ai eu le spectacle, il y avait une première ébauche. Et puis, il y a eu... c'est à ce moment-là, j'ai fait une vidéo, un sketch qui s'appelle Le Malaise. Et là, ça a beaucoup tourné. Montreux, je pense qu'ils sont tombés dessus comme ça, machin. Et tout s'est enchaîné assez vite. J'ai rencontré ma prod. Ouais. On a fait des premières dates à Paris. Et en fait, c'est juste des toutes petites étapes qui, en fait, quand tu dézoomes, tu fais putain, mais oui, en fait. En fait, c'est énorme sur 1 an. Mais au jour le jour, c'est plein de petits trucs je produis, je mets en avant et puis... C'est moi, vu que j'avais la chance d'avoir des métiers très flexibles, je pouvais vraiment faire un peu comme je voulais et me dire ok, vas-y, on va faire avancer ça parce que c'est le projet qui m'excite le plus maintenant et donc on a fait ça petit à petit et c'était chambé, quoi. Et un matin, t'as Montreux qui t'envoie un mail et qui te dit est-ce que ça vous intéresse de venir? Et là, t'es contente. Ah putain, j'ai mon manager, il m'a appelé et il m'a dit ouais, on va jouer à Montreux. J'étais là, mais Montreux... Le Montreux de Suisse ou... Ouais. Oh putain, mais non. Je me rappelle, j'étais en radio ce jour-là. Et là, en fait, la radio, ça se passait pas trop bien parce que c'est ça me saoulait. c'est ça Ouais, ça me saoulait et j'étais pas toujours en accord avec la chaîne et tout. Et j'ai reçu cet appel dans leur bureau. Et donc, j'étais vraiment en mode... bon, après, j'ai quand même continué à bosser pour eux. Mais il y avait un truc de putain... On m'a jamais dit que ce que je faisais, ça marchait. Et ben là, j'ai trouvé un truc où je me sens bien et où des gens me disent que ce que je fais, c'est cool, quoi. Et quand tu comprends ça, t'es là, putain, mais... Le monde, il est dans ma main, là. Ouais. T'as un truc de... Genre, Montreux, pour moi, je trouve que c'est un levier, tu vois. C'est en mode... ok, il y a eu plein de petites actions. Et à un moment, t'as un levier qui est suffisamment grand pour pouvoir soulever une mini-montagne qui est un peu plus grosse que les autres. Et Montreux sort, et après, ça t'aide, en fait, sur plein de choses, quoi. Ça ouvre des portes. Je sais pas à quel point ça joue pour France Inter et autres, tu vois. Mais c'est sûr que derrière, ça met aussi ton travail en avant auprès de plein de gens. Ouais. Et donc derrière, ça permet aussi d'émerger, de percer un peu. Entre guillemets, hein, même si percer, c'est hyper subjectif. Oui, ça dépend, mais ouais, en effet. Puis c'est un peu une étape, un truc de fierté, de se dire, putain, j'ai joué à Montreux, quoi. C'est clair. Tout à l'heure, tu disais que tu avais le luxe maintenant de pouvoir repousser des opportunités qui venaient. C'est quoi ton filtre que tu utilises pour te dire yes, no? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça dit quelque chose que j'ai envie qu'on me dise? Est-ce que j'ai envie de voir ce programme? Est-ce que j'ai envie d'entendre ce podcast? Mais ça peut être pour des raisons très différentes, hein. Là, on est en train de bosser sur un projet de podcast qui sortira dès que les salles rouvriront. Et il n'y a pas de message. C'est juste des trucs drôles. Mais c'est juste des trucs drôles, mais vraiment... con, mais je trouve ça incroyable. Et juste de se dire, ok, tu sais quoi, là, 3 minutes, ça va être juste des trucs teubés, mais ça va être drôle as fuck. Et dans d'autres projets, j'ai cherché quelque chose de beaucoup plus profond, avec du sens et tout. Donc ça dépend très très fort des trucs, mais c'est vraiment, est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'ai envie de faire ça maintenant? Est-ce que ça... Évidemment, il y a des questions d'agenda, mais c'est aussi les questions des gens avec qui je travaille, parce que là, je suis un peu un bébé chat fragile, donc j'ai vraiment besoin d'avoir des gens... Ça ressemble à quoi ton entourage aujourd'hui? Ton entourage pro et perso même éventuellement, mais
Qui c'est tes gars sûrs, tes numéros 10 Mes gars sûrs, oh là là, j'ai des numéros 10. Mais Ou tes filles sûres, hein, bien sûr. Oui, mais mes gars sûrs, c'est toutes les meufs. J'ai mon manager Jonathan avec qui je bosse depuis, je sais pas, genre je fais du scéno depuis quelques mois, puis il m'a dit vas-y, je t'aide, je vais pas gagner d'argent, mais je mise sur toi, et puis on verra plus tard, machin, et donc on bosse ensemble depuis. Comme ça, ouais. trop bien. Ouais, et c'est super cool, et c'est trop mignon, et tantôt je me suis rappelé de ça. C'est marrant parce que t'as les yeux qui s'illuminent quand tu parles de ta team. Ouais, mais ils sont trop bien. Ils sont trop gentils, trop bienveillants. Et genre maintenant, Jonathan, dans son coffre, il a des tampons au cas où j'ai oublié d'en prendre. Et je trouve ça si drôle. Genre dans son coffre, il y a des chips et des tampons pour moi. Et je trouve ça fabuleux. Et donc j'ai lui, j'ai Émilie Quindinis qui bosse chez Olympia Productions et toute l'équipe d'Olympia où c'est... Genre Émilie, c'est une maman loup, quoi. Elle protège, elle gère tout, elle s'assure que le seul truc auquel on est à penser, c'est notre taf. Et elle nous rassure, enfin, elle est trop bien. J'ai échangé par mail avec elle. Ah ouais, elle est gentille. Elle est incroyable. Il y a Léa Marchetti avec qui je fais le podcast justement sur lequel on travaille et qui est aussi un bébé chat que j'aime de tout mon cœur. Et genre là, à chaque fois que je viens à Paris, on mange des galettes des rois ensemble. Surtout en janvier. Ouais, si il pouvait y en avoir toute l'année, j'aimerais trop. Ouais. Mais donc maintenant, la couleur dans mon agenda, quand je la vois, c'est loisir, tu vois. Parce que même si on bosse ensemble, c'est devenu une pote, quoi. C'est ça. Et puis dans mon entourage, j'ai Morgane Cadignan, qui est aussi sur France Inter, et avec qui je rigole énormément. Eva Bester, qui fait Remède à la mélancolie sur France Inter, et que j'aime de fou. Tu sens que quand ton entourage est un peu plus fragile, ou quand, même tu vois, dans ton équilibre perso-pro, etc., c'est un peu plus difficile. Tu sens que tu as plus de mal à écrire, plus de mal à créer, plus de mal à réfléchir, ou t'arrives aussi à te nourrir de ça ? En fait, disons que j'ai l'impression que pour se sentir bien dans son travail, il faut de toute façon bien se sentir dans le perso. Et moi, ouais, les moments où j'étais... genre les moments où je venais de rompre avec mon gars et tout, et genre j'étais nettement plus fébrile. Et j'avais du mal à croire en moi professionnellement, alors que j'y croyais plus personnellement, tu vois. J'étais comme, tu sais quoi... C'est quoi le point d'arriver à faire des choses cool dans ton travail quand t'arrives même pas à être en vie correctement, tu vois. Les deux sont hyper connectés. Hein. Ouais. Et dans l'autre sens aussi, tu vois, je trouve que tu peux acquérir de la confiance personnelle aussi quand ça va bien en termes de taf, tu vois. Tu te dis, ok, je suis capable de faire des choses là. Ouais. Du coup, je suis aussi capable d'avoir une relation super cool avec des gens. Ah ouais, je suis nettement plus chill dans la vie depuis que le stand-up, ça marche bien et que je suis en mode, ok, putain, j'ai de la valeur. Ouais. Genre, je suis une personne et je mérite d'être là. C'est ce qu'avant, genre, j'étais du genre à rester dans un coin et pas trop parler. Et maintenant, je suis en mode, genre, on est là et c'est cool, tu vois. Ouais. Et je trouve ça trop beau. Je trouve que t'as un super exemple. Enfin, t'es une vraie preuve vivante de, ok, enfin, tu vois, parfois on imagine que pour s'en sortir dans des milieux créatifs, il faut être genre hyper exubérant à fond et tu vois, genre. Ouais. Et en fait, il y a plein de choses, il y a plein de styles, il y a plein de trucs différents qui peuvent amener à derrière une forme de... Ok, ça marche pour moi et c'est cool, avec ma personnalité et tout ce qu'elle a d'entier dedans, quoi. Ouais, ça c'est fou d'arriver à ce que ça marche en n'étant pas en mode je vais tout déglinguer et tout. Je suis comme, tu sais quoi, la plupart du temps, je me sens vraiment comme une merde. Mais c'est ce truc où je l'admets, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les podcasts, c'est que genre j'admets plein de choses, j'admets plein de remises en question, de choses où je me sens pas à ma place, et à chaque fois j'ai peur, et puis ça... Mon seuil de peur et de tolérance à la peur augmente, en fait. Donc au final, je m'en sors plutôt bien, mais il y a énormément de trucs planqués derrière qui fonctionnent pas toujours bien. Et le fait de pouvoir en parler hyper ouvertement, que ce soit sur scène, dans les podcasts, dans les chroniques et tout, parce que les chroniques sont quand même souvent un peu dark dans le fond, donc... le fait de pouvoir faire ça, tu vois, je me dis c'est fou, parce que ça veut dire que ça parle à des gens et qu'il y a un truc de putain, on est tous un peu des glingos. Bah ça va. On va s'en sortir parce que c'est le côté ton revers de la médaille peut être aussi un moyen de créer. Et il y a des gens qui vont se connecter à ça parce que on est tous humains, il y a tous des moments où on est bas, quoi. On est dark. Ça. Trop génial. Ça dit qu'on se fasse une petite pause ludique sur le tapis ? Vas-y. Ok, bienvenue Fanny. Dans Pimp My Ride. Il faut faire la voix. Tu sais faire la voix anglaise derrière la voix française ? Ah non. Il y avait des gens sur TikTok qui faisaient ça, où genre ils imitent des fausses voix anglaises et puis ils font la traduction française. C'est génial. En 3 minutes, je te propose de me raconter en Lego la rencontre qui a le plus changé ta vie et changé ton parcours créatif.
Et t'es pas obligé de dessiner la personne, mais peut-être un signe distinctif. Faut commencer par trouver la personne. Une rencontre qui a changé ma vie, Ouais. créativement parlant. Ouais. Ok, elle a trouvé. Attends. Oui, j'ai trouvé Et la ensuite, personne. un petit signe distinctif, tu vois, qui te permet de nous raconter cette rencontre et ce que tu as vécu avec. Je peux t'aider à trouver des couleurs si tu veux. Ah, en plus, Je- il faut suivre les couleurs. Non, Moi, j'étais juste t'en sur les t'embête pas. formes. Là. En 3 minutes, c'est. Ok, d'accord. Alors là, on a une scène. D'abord, on a une scène. Hop, Ouais. tu vois. Tiens, fais-le de l'autre côté. Genre, ouais. Comme ça, on voit Là, bien. C'est la nouvelle scène à Paris Ouais. où j'ai joué pour la première fois mes dates parisiennes. Et Je devais aller à ton spectacle hier soir. C'est vrai. Bah, Next écoute, time. On l'a fait, mais t'étais pas là. Ah bon. Voilà, c'est la nouvelle scène. Ok. Donc là, c'est de l'eau parce que c'est une péniche. Ouais. Il se trouve que en fait ça, c'est pas un Lego ça, si. Est-ce qu'on a des têtes là-dessus? Non, y a pas de tête. Y a pas de petit bonhomme. Ok, bah ça c'est moi. Ok. Ça c'est moi et ça. Alors, elle est grande donc je vais lui mettre plusieurs plots. C'est pas un bateau, c'est Émilie qui Ouais. est ma productrice. Et donc moi je joue sur scène et tout avec les bateaux, enfin non pas avec les bateaux mais sur de l'eau. Ouais. Elle est dans le public, elle. Ouais, elle est dans le public et à la fin, on boit des verres. Ouais. Ça, c'est le verre. Voilà, hop, au bar. Vert en plus. Et puis, juste, je descends de scène et tout. Je sais pas pourquoi. Non, et puis du coup, après... Tu t'es représenté quand même en bidon, hein. Mais je me suis toujours trouvée Un peu bidon. petit côté bidon. Ouais. Puis t'es C'est ça. assez bidonnante donc. C'est... Oh là là, là. moi, j'étais plus sur un bon gros bidon de bière, tu vois. Ou alors t'es bidon dans la vie. Non. Faouni, ça veut un peu dire ça, Ouais. donc franchement, Ok. tout est ok. Donc, Et donc là vous discutez. etc., on discute et tout. Et puis, il se trouve que, genre, 2 mois plus tard, j'ai signé chez eux. Regarde, c'est ça, le contrat, il est très long. Ouais. Et du coup, j'ai Plus long que toi. Il est plus grand que moi, ouais. Du coup, je me mets sur le contrat. Ouais. Et du coup, j'ai signé chez eux. Et c'est la personne avec laquelle je me sens le plus en sécurité. Regarde. Ça, c'est la muraille qu'il y a autour de moi. Quand Émilie est là, je me sens le plus en sécurité professionnellement parce que je Ouais. sais que quoi qu'il arrive, elle Rien va ne peut gérer. t'arriver. Et Ok. ouais, c'est C'est géant. une maman loup et c'est déglingo. Ouais. Donc voilà, c'est ma relation avec Émilie. C'est géant. Une maman loup pour son bébé chat. C'est ça. Trop génial. Écoute, express et nickel. Merci beaucoup Fanny. Trop Merci bien. à toi. Ma chère Fanny, on va passer à une partie un peu plus intimiste. Oh là là. Je te fais des yeux un peu de Oh merlan frit. là là, tout ça poil. Allez. Allez, c'est parti. C'est une partie que j'appelle à cœur ouvert parce que je trouve ça cool d'enlever l'apparence entre nous, tu vois, et de se concentrer juste sur ce qu'on a dans le cœur et sur la voix. Donc Ok. j'ai préparé des petits bandeaux et on va se bander les yeux. Ah, c'est donc ça. Exactement. Tu te demandais ce qui trônait sur la table. Ouais. C'est ma copine qui les a fait. Ah, ils sont très choupis. Ouais. Avec du petit tissu de Noël. Hop. Tac. Ça va? Tu Ouais. m'entends bien? Je t'entends bien, oui. La voix est bonne. La voix est bonne. Tu vas voir qu'il y a un truc qui se passe. C'est que souvent on a la tendance à, quand on n'a plus les yeux, on est très attentif à la voix et du coup on apaise aussi nos tons. Je voulais repartir d'un truc que tu avais dit tout à l'heure, où tu disais, il y a plein de fois en fait où je me sens comme une merde vraiment, tu vois, au fond du trou. Et en fait c'est un truc dont on parle pas assez publiquement, en général je trouve, les créateurs, tu vois. Et c'est quelque chose que toi tu abordes beaucoup sur ton podcast et beaucoup avec tes invités, sur les gens qui doutent. Et j'avais un peu envie de creuser ça avec toi pour savoir qu'est-ce que tu faisais dans ces cas-là. Est-ce que tu étais juste en mode genre, ok, le monde est sur mes épaules et j'attends que ça passe, ou est-ce que tu essayes de... T'as des choses qui te permettent de remonter un peu la pente? Je dirais que ça dépend. En fait, souvent, je sais que ça va passer et je sais que c'est juste un moment où je me sens particulièrement mal, particulièrement seule ou quoi, et que vraiment tout ce que je dois faire, c'est aller dormir. Mais des fois, il est 16h. Donc, dans ces cas-là, je zone, j'essaye quand même de faire les trucs que je dois faire en sachant que ça marchera pas. Sinon, je laisse tomber et du coup, je vais lire ou écrire ou quoi. Enfin, non, justement, pas écrire, mais lire ou mater un truc. Ou, Ouais. Sinon, un truc qui marche bien, c'est de faire du sport. Grave. Ouais, des endorphines, tout ça, on aime beaucoup. Ouais, toujours. Mais sinon, non, souvent, je me sens juste
Ouais, t'as un peu l'impression comme ça que le monde, il y a une sorte de voile où quoi qu'il arrive, quelles que soient les choses bien qui objectivement t'arrivent, t'es en mode mais putain, mais à quoi bon en fait? Mm. C'est quoi le... C'est quoi dans ton quotidien, c'est quoi tes plus gros doutes? Les trucs qui vraiment parfois te font soupirer en mode putain, quoi. Euh, des fois, j'ai un peu des problèmes avec la... Du coup, c'est pas vraiment un doute, mais j'ai un truc avec la solitude. Ouais. Et c'est un truc que je recherche beaucoup, mais qui me fait très très peur en même temps. Et je me sens très souvent seule à me dire, mais surtout là, quand t'as énormément de gens qui t'écrivent pour te dire, ah, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça, en fait, ça ne fait qu'amplifier la différence entre tous les gens qui t'écrivent et les gens qui t'aiment réellement parce qu'ils te connaissent et tout. Et il y a un peu ce truc de superficialité, de tu plais à plein de gens, mais en même temps, c'est parce qu'ils te connaissent pas. Et donc, t'es là, ouais, mais les gens qui me connaissent vraiment, tu vois, là, ils sont pas en train de m'appeler, ils sont pas avec moi, donc tu te sens vite très très seul. Un peu vide, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a ce vide, des fois, qui est assez compliqué à gérer. Et en soi, je sais très bien que le seul truc à faire dans ces cas-là, c'est d'aller dormir et le lendemain matin, peut-être ça ira mieux, quoi. Mm. Mais voilà. Ok. Est-ce que tu arrives assez facilement, toi, à montrer ta part vulnérable, un peu tes faiblesses? Euh, Oui, oui, assez bien. En fait, c'est un truc que j'essaye de montrer très vite dans les relations, D'accord? parce que comme ça, c'est fait. Et la personne va pas être surprise au bout d'un moment que j'ai des problèmes de validation et que j'ai des besoins d'être la préférée de tout le monde tout le temps. Genre comme ça, tu sais, Ouais. tu vas pas être surprise et je te donne le pire, comme ça après, ça va que aller mieux. Et en général, ouais, je m'entoure que de gens comme ça. Genre toute mon équipe, ils savent très bien que des fois, j'ai des moments où juste je me sens comme une merde, où je suis bizarre, où j'ai des besoins de validation qui sont totalement débiles. Ils le savent et ils acceptent ça. Et du coup, ça va très bien parce que je me sens plus en sécurité vu qu'ils le savent et qu'ils acceptent. Et donc, je me sens plus déjà validée. Et donc, c'est un peu un cercle vertueux. Et donc, voilà. Donc, dégoûter les gens dès le départ, c'est la solution. C'est super intéressant ce que tu dis sur la validation. C'est un peu il y a une recherche aussi de reconnaissance ouais, de se faire valider par l'extérieur. Ça, c'est un truc que tu arrives bien à gérer par Non, rapport à ton métier, pas du tu tout. vois, où on est sans cesse en train de chercher une validation extérieure finalement. Ouais. Tu vois, c'est un peu. Je sais plus si c'était toi qui en parlais avec SML sur les gens qui doutent, mais où elle disait, ouais, il y a un peu c'est un entretien d'embauche permanent, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est elle qui Ouais. disait ça. Ouais, c'est vrai, t'es très facilement jugé par un truc que tu montres de toi, mais qui est pas vraiment toi. Et donc les gens, soit ils t'adorent, soit ils te détestent de manière hyper violente. En fait, ça biaise absolument tous tes rapports sociaux, parce que du coup, si t'as tellement l'habitude de recevoir full truc, de l'amour, il y a des gens qui t'applaudissent, c'est malade. Il y a des gens, ils payent pour venir te voir C'est et ils un shot t'applaudissent. d'adrénaline parfois. Ouais, mais c'est pas normal, surtout. C'est pas logique que des gens payent pour venir te voir et t'applaudissent. Donc, quand t'as ça, après, bah, ça te fuck un peu toutes tes relations sur le côté, parce que t'es en mode, ouais, mais tout ce que tu fais, c'est me dire des choses gentilles. Mais enfin, tu vois, c'est un truc de démesure tout le temps qui est assez bizarre. Ça t'a changé parfois, peut-être dans les relations même plus simples que tu as avec tes proches? Ou pas trop? Bah, j'essaye. Enfin, je sais. En fait, ça change surtout la façon dont les autres te voient. C'est surtout ça. Ok, en mode genre statut social un peu, Ouais, ou c'est quelqu'un qui ça. réussit, ou... En fait, les gens partent toujours du principe, ceux que tu connais un peu, mais pas trop, ils partent toujours du principe que du coup, t'as réussi, ta vie, elle est chambée, et tout va bien, et t'as zéro raison d'être triste ou quoi. Enfin, tu vois, ils te voient d'une façon beaucoup plus superficielle et un peu fantasmée comme ça, et donc ça, c'est assez bizarre, et c'est très difficile de baser une nouvelle relation, par exemple, là-dessus, parce que si c'est quelqu'un qui te connaît des chroniques, de machin, il va penser que t'es la personne qui voit dans les chroniques, il va penser que ta vie, elle est chambée et que c'est que des trucs de ouf et tout. Et moins réaliser la personne que t'es vraiment, quoi. Donc ça peut être assez compliqué à gérer. Ouais, il démarre un peu avec une image faussée Ouais, de l'entièreté de c'est ta ça. personnalité. Et franchement, il va être déçu. Ouais. Est-ce que t'es quelqu'un... Oui. J'adore. Je m'autorise de plus en plus à bugger dans mes questions. Oui, bah vas-y. Parce que c'est cool, parce que ça fait partie aussi de toute interview. Ouais. J'allais dire, est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt courageuse dans la vie? Euh,
Je fais des choses courageuses, mais je ne le suis pas. Parce que je me trompe moi-même pour arriver à les faire. Du genre? Du genre, je me pose pas de questions et je me dis genre, ok, on me propose un truc que j'ai jamais fait et je pense pas être capable. C'est quoi, je m'en fous, juste ça me ferait marrer. Vas-y, je le fais. Et donc, d'un côté, j'ose faire quelque chose, de l'autre, c'est pas parce que je me dis, tu sais quoi, j'accepte la peur, j'accepte que je ne serai peut-être. Non, c'est juste, j'ai pas réfléchi. Parce que Ok. sinon, si je réfléchis, ça va pas. C'est j'ai pas réfléchi ou c'est challenge accepted, tu vois, genre en mode genre je relève le défi. Parce que j'ai envie de me prouver ça. Ok. Non, c'est juste une question de, tu sais quoi, ça m'amuse, peut-être je suis pas à la hauteur, on verra. Hmm. C'est. Ouais, c'est en mode lâcher prise, on y va, Ouais, let's c'est go, ça. ça me parle. Et ensuite, Et puis surtout, j'ai le droit de remettre la faute sur les autres. Donc, si tu me proposes un truc, mais que je suis pas à la hauteur, c'est que t'as mal fait ton casting. et t'as pas peur du coup de décevoir? Oh, si. Chaque jour. C'est hyper dur ça. Hein. Ouais, mais c'est ça qui. Et en même temps, c'est un peu le fardeau, tu vois. Ça fait partie du tout et Ouais, t'as ce truc-là, mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est ça. Mais là, je suis contente d'être avec mon équipe qui est. Enfin, genre, c'est que des gens où j'ai accepté que des fois, ils allaient me voir rater. Ouais. Et c'est Eva Bester qui m'avait dit ça tout au début quand on a commencé à devenir amis. J'osais pas jouer devant elle. Enfin, j'osais pas l'inviter pour venir me voir. Parce que j'avais peur que ce soit nul et que du coup, elle m'aime plus. Ouais. Et elle m'avait dit, mais meuf, on devient amis et tout, donc I'm gonna see you fail. Je vais devoir rater des choses, je vais devoir échouer. Donc autant commencer tout de suite, comme ça, c'est fait. Et j'étais là, oh putain, mais ce poids qui vient de s'enlever de mes épaules, c'est incroyable. Ça, c'est fort. Hein. Ouais. Et donc maintenant, j'essaye d'appliquer ça dans plein d'autres champs de ma vie. Ouais. Et t'arrives à le faire aussi avec on va dire, le public de manière générale, tu vois, en mode tous les gens qui te regardent et que tu peux décevoir un moment. Bah, disons que je pense que j'ai un peu la chance, vu que j'accepte pas mal les faiblesses et tout, je peux dire ouvertement, je pourrais dire ouvertement dans une chronique, clairement celle-là je l'ai torchée à 4h du mat parce qu'il s'est passé ça dans ma vie qui ont fait que j'ai merdé. Maintenant c'est sûr que j'ai peur de me dire qu'il y a des gens qui me font confiance et qui se disent ok, ce qu'elle va faire ça va être bien, et puis qu'au final je les déçoive. Mais le truc c'est que si je les déçois parce que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient ou que juste le truc final ne leur plaît pas, je suis ok avec ça. Mais si je les déçois parce que j'ai pas assez bossé, là, mais j'ai envie de me flinguer. Il faut que je sois prête à assumer à 100% le résultat, sinon je me sens mal. Mais si c'est juste une question de goût, là, j'ai aucun souci avec ça. Ouais. Et ça te tétanise pas parfois? Tu vois, moi, parfois j'ai toujours peur de me dire, à chercher trop la perfection, tu vois, ou le truc vraiment le plus poussé possible. J'ai peur que ça sorte pas un moment et que ça reste juste dans ma tête en mode. Ouais, c'est pour ça que je me fous tout le temps des deadlines obligatoires. Parce que sinon, en effet, les idées sont beaucoup plus belles quand elles sont des projets et pas des vrais trucs, quoi. Parce que tant qu'une idée est une idée, c'est pas un échec. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que on parlait un petit peu tout à l'heure de. Il y a plein de projets, plein de choses que tu as envie de faire, plein d'envies que tu as envie de tester, tu vois, je sais pas, on va dire dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, toute ta vie même. Est-ce que tu as un truc que tu as envie de garder comme fil rouge, un truc sur lequel tu veux t'appliquer à être disciplinée et régulière? Je n'en ai aucune idée. Ouais. Étant donné que de toute façon, je n'ai de la discipline sur rien absolument. J'aimerais trop te dire, ouais, tu sais quoi, je vais écrire. Toute ma vie, je vais écrire. Non. En vrai, si j'avais pas de chronique, mais je ne toucherais rien de ce confinement. Rien. Vraiment, je suis obligée de mettre des deadlines, sinon c'est mort. Donc je n'en ai aucune idée. Ok. Genre le podcast, il pourrait potentiellement s'arrêter? Ou c'est un truc que tu as envie de tenir longtemps? Alors, c'est un truc, d'ailleurs, j'hésitais à répondre ça au début. Ouais, parce que j'ai l'impression que tu as une relation vraiment particulière, Ouais. tu vois, très affective avec les gens qui doutent, ce qui est genre, juste très naturel aussi, mais tu vois, quand je t'imagine, je suis juste de l'extérieur, hein, mais quand je t'imagine dans quelques années, je te verrais bien continuer longtemps ça, parce que tu as l'impression d'être tellement à ta place dedans. Ouais, mais j'aime beaucoup. Et surtout, le truc je trouve assez cool, c'est qu'il évolue avec moi. Et tu sais dire dans quel état d'esprit j'étais en fonction des épisodes et quel questionnement j'avais dans ma vie à ce moment-là et tout. Donc je trouve ça cool qu'il puisse autant évoluer. Et puis, étant donné que je n'ai aucune attente de personne avec le podcast, que c'est produit par moi, bah si je veux ne pas en sortir pendant 3 mois parce que je me concentre sur un truc précis ou que je veux changer la formule et tout, ben je peux le faire.
Et donc, je sais que cette flexibilité me permettra de le faire durer probablement plus longtemps. Toujours l'adapter à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Donc, cool. ouais, j'aimerais que ça reste un projet que je garde le plus longtemps possible parce que ça m'apporte beaucoup et que je pense que c'est le projet sur lequel j'ai reçu le plus de messages de gens qui me disaient ça m'a aidé pour ça m'a fait réfléchir différemment et tout. Donc, c'est vraiment cool à tout niveau. Maintenant, le problème avec ça, c'est l'investissement de temps, quoi. C'est beaucoup de temps passé à faire du montage, à préparer les trucs et tout. Ouais. Mais, T'as pas envie de déléguer ça? le montage, non, c'est trop de l'édito, c'est trop des choix importants. Donc, Tu cuts non. beaucoup? Le moins possible, mais j'essaye de cutter pour que ce soit plus agréable pour les gens qui écoutent. Donc, de tout ce qui est trop entre soi. Tout ce qui est des trucs où genre j'ai essayé d'aller dans des brèches mais il n'y a rien qui a pris, bah là je vire parce que si c'est pour que les gens écoutent des trucs qui servent à rien, franchement autant qu'ils utilisent leur temps à meilleur escient, quoi. Ouais, je trouve que c'est tout à ton honneur. Trop bien. Ça dit qu'on enlève le bandeau? Allez. Et là je réalise qu'il y a Emma Watson dans la pièce, mais quoi? Ici. Elle a Tu changé. sais faire la voix d'Emma Watson? Non, pas du tout. Moi non plus. J'aimerais beaucoup. Est-ce que vous savez faire la voix d'Emma Watson? Non. Putain, Non plus. choquée, déçue. Il y a une dernière question que je pose toujours à la fin du podcast, qui est une question centrale pour moi, mais qu'on t'a peut-être déjà posée aussi, tu vois. Alors que sur le reste de l'interview, j'essaye d'aller chercher quand même des trucs un peu plus, tu vois, sortir un peu du lot et creuser d'autres sujets. Est-ce que tu aurais un truc que tu aurais envie de donner pour équiper, on va dire équiper, un créateur qui est sur le début de son chemin? Un conseil, un principe, un outil, une pensée que tu as envie de lui dire, ok, ça, applique-toi à faire ça, mon coco. J'aurais tendance à dire travailler, faire les choses qu'on veut au début en sachant très bien que ça va pas rapporter d'argent, qu'on va passer énormément de temps pour vraiment pas grand-chose. Mais en fait, quand tu auras fait plein de projets comme ça, tu réalises avec le recul, quand on commence à vraiment te payer pour faire des choses chambées, que tout ce que tu as appris là-dedans, bah, t'en serais jamais là si tu les avais pas eu. Donc moi, j'ai fait tellement d'émissions radio éclatos, écoutées par 3 personnes, dont ma mère, des trucs mais nuls, enfin nuls non, qui étaient super cool à faire, mais qui n'avaient aucun impact, enfin vraiment écoutés ou lus par personne. Mais ça m'a appris tellement de choses et toutes les choses que j'ai fait gratuitement, genre j'ai demandé des stages en plus pendant mes études pour pouvoir aller juste voir comment ça se passait dans des trucs, ben tout ça m'a fait rencontrer plein de gens, m'a fait progresser sur plein de choses et m'a fait arriver plus vite là où je suis. Donc, ouais, essayer de profiter du moment où on fait les études pour essayer de faire le plus possible de choses sur le côté, quoi. Ouais, c'est un peu le faire pour apprendre au lieu du faire juste pour gagner, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, que beaucoup sacrifient peut-être, tu vois, en mode genre, je fais pour gagner, c'est tous les gens qui font un boulot sans trop se poser de questions. Alors que le faire pour apprendre, c'est en mode genre, je suis prêt presque à accepter d'être payé moins et de moins m'en sortir et d'être plus précaire. Mais par contre, j'apprends et les effets cumulés sur le long terme sont énormes, quoi. Ouais, c'est énorme. Maintenant, je me rends bien compte aussi que c'est un luxe pour moi d'avoir pu faire ça parce que j'avais pas énormément besoin d'argent, parce que j'habite à Bruxelles, donc les loyers sont 2 fois moins importants qu'à Paris. Donc forcément, j'ai eu de la chance là-dedans. Mais si on peut, franchement, essayer le plus possible de faire tout ce qu'on a envie de faire, aller s'incruster partout, aller envoyer plein de mails à des gens pour aller s'incruster sur leur plateau, sur leur machin, en disant vas-y, mais juste je te file un coup de main et tu me donnes rien en échange, mais juste j'apprends, quoi. C'est bon, ça. C'est très très bon, ça. Je suis trop content. Trop content. J'étais un petit cadeau pour toi, pour la fin de... Oh là Oh là là. Tu vois, mon papier commence à s'effriter un petit peu. Je te le donne. Petit cadeau de fin d'épisode. Une machine à café. C'est un fer à passer. Oh putain, j'en ai déjà un. Stéphanie Clermont, le jeu de la C'est musique. quasiment impossible que tu puisses connaître. Je connais pas du Mais tout. je l'ai choisi expressément pour toi. Et en fait, tu vois, il est pas neuf. C'est mon édition personnelle. Un garçon se suicide. Non, mais tu vois, c'est très intéressant. C'est Hochelaga, c'est de Canada. Exactement. Ouais. C'est de la littérature québécoise. Et c'est un livre qui est absolument fantastique, mais je ne sais pas expliquer pourquoi. Il y a une atmosphère dans l'écriture, c'est des tranches de vie de différentes personnes qui ont entouré la vie de ce mec qui se suicide à un moment dans l'histoire. Ok. Et genre, c'est juste hyper touchant. Des gens qui se posent des questions simples, mais hyper existentielles aussi. Et genre, je l'ai lu, et
Et je me suis dit, ah, Fanny, c'est pour elle. Et Ok. donc, c'est le mien parce que je l'ai acheté au Canada à Noël dernier, il y a putain, un an. Mais c'est trop bien. Et je ne vais pas retourner au Canada tout de suite. Donc, je ne peux pas le trouver en France, je pense, facilement. Eh bien, c'est mais je pense que super ça va beaucoup te plaire. gentil. Bah, merci beaucoup. Et j'aime beaucoup avoir des livres que des gens ont déjà lus. C'est vrai. Bah, tu Ouais. vois, moi, j'hésite toujours parce que j'ai peur que les gens soient choqués en mode genre, tu me respectes même pas, t'achètes pas un Ouais, livre mais neuf. Moi, j'aime bien quand ils ont vécu. Ouais. C'est Voilà. trop cool. Et ben, merci beaucoup. Je trouve qu'un livre, c'est fait pour être transmis aussi. Certains livres qui t'ont marqué, Alors, il y a j'ai un fait une passage. chronique ce matin en disant justement les gens qui rendent pas les livres, vous Ah. êtes des fils de pute. c'est clair. Moi, j'ai Mais, une liste sur mon téléphone maintenant mais où je moi mets les aussi, noms des gens. C'est mon Death Note. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, je sais que je les reverrai jamais, quoi. Ouais. Et après, j'envoie un petit message. Rappelle-toi, on se voit bientôt, rends-moi le livre. C'est ça. Ouais, pareil. Mais ouais, l'attrape-cœur. Genre là, j'ai un tatouage, c'est Rapport à l'attrape-cœur. Et j'aime trop ce livre. C'est quoi sur ton Fauni, c'est le nom que le personnage principal Ouais. donne aux gens. Le film est incroyable. Je l'ai revu il y a quelques mois. Le film Ouais. Ah non, l'attrape-cœur. Ok, C'est ni l'arrache-cœur, ni l'arnaqueur. oui, je confonds avec l'arnaqueur. Ouais. Ok. Ah non, c'est l'attrape-cœur, c'est un truc de Salinger. Ok, oui, j'en ai entendu parler. Je l'ai pas lu. Que notamment il est fort connu parce qu'il y a plein d'assassins qu'il avait au moment où ils ont tué des gens et tout. Mark Chapman, au moment de tuer John Lennon, il est en train de le lire tranquillou en attendant la police, tu vois. La base. Et ce livre est incroyable. En fait, il n'y a pas d'histoire. C'est juste un mec qui erre. Il s'est fait têche de son collège. Il n'ose pas encore rentrer chez lui. Donc pendant 3 jours, il erre dans les rues de New York. Il se pose des questions. Il rencontre des gens. Ah, tu me donnes grave envie de le lire. Ah, putain, il est incroyable. C'est mon préféré de tous les temps. Et voilà, l'attrape-cœur. Trop génial. Fanny, je suis juste trop content d'avoir eu cette discussion avec toi. Bah, T'es une merci personne beaucoup trop à entière toi. et j'ai envie d'avoir des personnes que comme toi sur le podcast. Et il y en a que quasiment des gens C'est des gens lequel géniaux. celui que t'aimes le moins, hein? J'aime pas du tout faire ça. Je sais pourquoi tu réponds. Genre, je peux pas répondre à ça. Genre, c'est hyper insultant parce que j'ai Oh, trop. Pénélope! Non, Oh, pas du tout. Pénélope Bageux! Oh, tu l'as détesté! C'est horrible. C'est horrible. Je sais. Non, en plus, franchement, je trouve ça hyper dur de faire ça. Déjà parce que j'ai trop d'estime pour chacun et trop juste de gratitude qui viennent et qu'on puisse discuter et qui se livrent comme ça. Donc, jamais je peux pas faire ça. Je suis trop méchant. Ça viendra. Merci en tout cas, Fanny. Merci à toi, Kylian. Ciao. Ok, merci beaucoup les amis d'avoir écouté cet épisode avec Fanny. J'espère du fond du cœur qu'il vous a plu. Moi, c'était un bonheur d'enregistrer avec elle. On a fait ça très rapidement avant qu'elle parte prendre son train entre Paris et Bruxelles. Et je trouve qu'elle a partagé tellement de choses essentielles pour progresser en tant que créateur. C'est vraiment un épisode que j'ai adoré. Si ça vous a plu, restez pas spectateur, je le dis à chaque fois, mais abonnez-vous. Ça m'encourage vraiment et ça permet de faire grandir toutes ces idées auprès de plein d'autres personnes qui pourraient les découvrir. Écrivez un petit commentaire en dessous, ça me fait super plaisir de savoir ce que vous en avez pensé et surtout d'apprendre à vous connaître en échangeant avec vous. Je réponds à tous les commentaires. Et surtout, si vous avez appris des choses, partagez-le à vos amis qui créent des choses. C'est le meilleur moyen qu'ils puissent avancer et progresser grâce à vous. Alors, merci du fond du cœur à tous ceux qui le font et je vous souhaite surtout une super semaine et à lundi prochain. Ciao!